Bonjour tout le monde. Le cours d'aujourd'hui va porter sur l'intent to treat, connu en français comme l'intention de traiter, un point très important dans les études de randomisées contrôlées. Pour la rendre l'affaire plus vivante, j'ai inventé un médicament pour les besoins de la cause, et ce médicament s'appelle le dégueulasol, qui est un médicament mythique. Vous comprendrez bientôt pourquoi il porte ce nom. L'héroïne de notre histoire, c'est une clinicienne chercheur spécialisée dans l'hypertension artérielle. Une compagnie pharmaceutique vient la voir et lui demande d'investiguer un nouveau produit. Il s'agit d'une pilule qui est à peu près grosse comme une noisette, qui est très amère et qui doit se dissoudre dans la bouche pendant environ 1 heure pour être absorbée. Le nom du médicament, le dégueulasol. Notre héroïne est bien sceptique, mais elle a besoin d'argent pour payer son infirmière de recherche. Elle accepte donc de faire l'étude qui sera une phase 2. Le protocole, elle sélectionne 30 hypertendus légers à modérés. Elle les randomise. La moitié reçoit le dégueulasol en comprimé de 1 gramme et l'autre moitié reçoit un placebo. L'issue principale de cette étude est la baisse de la tension artérielle systolique de plus de 5 mg de mercure, et l'analyse statistique sera un test de proportion. Les résultats de l'étude, c'est que seulement 3 des 30 patients adhèrent au protocole, c'est-à-dire 3 des 15 patients randomisés au dégueulasol, et sont capables de garder la pilule dans la bouche pendant 1 heure. La grande question, évidemment, c'est quoi? Comment doit-on analyser ces résultats? Est-ce que c'est en intention de traiter, c'est-à-dire qu'on analyse les résultats, on inclut dans l'analyse les résultats de tous les patients inclus dans l'étude, ou per protocole, c'est-à-dire qu'on inclut seulement dans l'analyse les patients qui ont gardé la pilule dans la bouche pendant 1 heure, c'est-à-dire 3 patients. J'imagine que la plupart d'entre vous, tels que vous avez été conditionnés, ont dit « faut analyser en intent to treat ». Mais ça dépend de quelle est la question. Si la question est « est-ce que la molécule est pharmacologiquement active ?», c'est évident qu'il ne faut analyser que les patients qui l'ont prise adéquatement et donc faire une analyse per protocole. Par contre, si la question est « est-ce que le médicament va être un grand succès commercial ?», c'est évident que si on veut prédire comment ça fonctionnait dans la vraie vie, il faut faire une analyse en intention de traiter. Qu'est-ce que ça veut dire intention de traiter? Ça veut dire que chaque patient est analysé dans le groupe auquel il a été randomisé, quoi qu'il arrive après la randomisation. Ça inclut un patient qui n'a pas avalé une seule pilule et qui n'est pas venu à une seule visite de suivi. Si on réfléchit un peu, on pourrait dire que l'intention de traiter ne mesure pas l'efficacité d'un médicament. Elle mesure la stratégie qui consiste à prescrire un médicament. C'est pas du tout la même chose. On pourrait même dire que ça évalue l'efficacité d'une feuille de papier et d'un stylo, c'est-à-dire l'efficacité d'écrire une prescription. La raison pour laquelle l'intention de traiter est la mesure favorite de beaucoup, c'est qu'elle est un bien meilleur prédicteur de l'efficacité opérationnelle dans la vraie vie d'un médicament. C'est essentiellement ce qui nous intéresse. Est-ce que le médicament va fonctionner quand moi je vais le prescrire? Donc ça prédit mieux l'effectiveness, c'est-à-dire l'efficacité dans la vraie vie, qu'on appelle et ça améliore aussi considérablement la validité externe de l'étude, c'est-à-dire à quel point les résultats vont être applicables à la vraie vie.
Mais parlons un peu d'une intention de traité modifiée. En fait, c'est celle que vous allez rencontrer le plus souvent. L'intention de traité pure et dure veut dire que tous les patients sont étudiés sont inclus dans les statistiques à partir du moment où ils ont été randomisés, quel que soit ce qui arrive plus tard, c'est-à-dire comme on disait tantôt, même s'ils ne prennent aucun médicament et ils ne viennent à aucune visite. Alors ça serait la intention to treat pure et dure. Enfin, vous n'allez pas en rencontrer beaucoup. Ce que vous allez rencontrer le plus souvent, c'est l'intent to treat modifié. Et dans l'intent to treat modifié, seulement les patients qui sont venus à une visite de suivi sont inclus dans l'analyse. Ou bien alors, seulement les patients qui sont venus à une visite de suivi avec une bonne compliance sont inclus dans l'analyse. Donc, c'est pas tout à fait dans le principe de l'intent to treat pur et dur. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Évidemment, c'est pour perdre moins de patients. Les patients coûtent cher, sont difficiles à recruter. Ils veulent pas perdre un patient qui ne prend pas ses médicaments. Et puis ici, il faut dire que ça va améliorer les résultats, c'est-à-dire que ça va faire paraître le médicament mieux que s'ils avaient fait une intention de traité pure et dure. Alors, quelle est la prévalence de l'intention de traité modifiée? Je dirais que c'est presque 100%. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu une étude où ils avaient une intention de traité pure et dure. L'immense majorité des études randomisées contrôlées sont faites avec une intention de traité modifiée. Alors, c'est clair que le nombre de patients en IT pure et dure va être plus grand que le nombre de patients en IT modifié. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir quand je vois un IT modifié, c'est quoi la différence? C'est-à-dire, quelle est la différence de patients entre le IT pur et dur et le IT modifié, c'est-à-dire les patients que l'on a perdus quand on est passé de l'IT pur et dur à l'IT modifié. Si c'est un petit nombre de patients, c'est pas très grave. Mais si le nombre de patients est grand, plus le nombre est grand, plus on s'éloigne du principe de l'intention de traiter. Et donc, j'aimerais bien connaître ce chiffre en pourcentage, parce que ça me donnerait une idée de à quel point l'IT modifié a perdu l'intérêt et l'esprit de l'IT pur et dur. C'est clair que plus la différence est grande, plus la validité externe est mise en doute. Il va sans dire que ce chiffre n'est jamais fourni par les auteurs, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien savoir pour évaluer la validité externe d'une publication. Alors, lequel est-ce que je voudrais avoir? Si possible, donnez-moi les deux. Si vous m'en donnez juste un, c'est évident que je vais prendre l'intention de traiter, parce que c'est une analyse indispensable pour mieux prédire l'efficacité du médicament dans la vraie vie, c'est-à-dire l'effectiveness. Par contre, j'aimerais aussi avoir le pair protocole. Je suis conscient que le pair protocole perd le bénéfice de la randomisation parce qu'on est en train d'analyser des sous-groupes et qu'on ne suit pas exactement ce que la randomisation avait indiqué. Ceci dit, j'aimerais bien connaître les résultats chez les patients compliants. Et la différence entre le nombre de patients en intent to treat et le nombre de patients en pair protocole va me donner une idée de la tolérabilité du médicament. C'est-à-dire que dans les dégolasol, la différence serait très grande. C'est-à-dire qu'il y aurait 15 patients en intent to treat et 3 en pair protocole. Donc c'est clair que la tolérabilité est loin d'être optimale. Par contre, dans le cas d'un médicament où la différence entre IT et PP serait petite, ça m'indique aussi que le médicament est bien toléré. Par ailleurs, si je réalise que le médicament est mal toléré et que la différence est grande, ça peut quand même m'amener à développer des mesures visant à obtenir une meilleure observance, ou même de développer une molécule, comme dans le cas du dégueulasol, qui serait une molécule similaire, mais pour laquelle on a juste besoin de 10 mg dans une capsule.
Alors maintenant qu'on a vu la question de l'intent to treat et du pair protocol dans l'issue principale, on peut se poser la question, oui, mais qu'est-ce qui arrive avec les effets secondaires? Alors regardons d'abord ce que l'analyse montrerait. Dans l'intent to treat, l'énumérateur, c'est tous les patients qui ont eu un effet secondaire. Le dénominateur est tous les patients randomisés. Donc avec ça, on va pouvoir développer un taux. Pour le pair protocole, le numérateur, c'est les patients, c'est les effets secondaires qui ont lieu chez les patients compliants, et le dénominateur, c'est les patients compliants. Donc on a affaire à deux méthodes totalement différentes, et elles vont donner des résultats différents. Ce qu'on ne peut pas prévoir, c'est si le médicament va paraître mieux du point de vue des effets secondaires en intent to treat ou pair protocole. Quelle est la meilleure forme d'analyse pour les effets secondaires, intent to treat ou pair protocole? En fait, on revient toujours à la même affaire, ça dépend de la question. Si je veux savoir quels sont les effets secondaires chez les patients à qui on prescrit le traitement, je veux intent to treat. Par contre, si je veux savoir quels sont les effets secondaires chez les patients qui prennent bien leur traitement, je veux avoir l'analyse pair protocole. Et je vous avouerai carrément que si vous m'en donnez un seul, j'aime mieux avoir juste pair protocole. Parce que, dans le fond, ce que je veux savoir, c'est quels sont les effets secondaires chez les patients qui le prennent. Ça peut être intéressant aussi d'avoir cette analyse en intent to treat, mais si j'en ai une seule, il n'y a aucun doute, je vais prendre celle pair protocole. Alors, c'est tout pour ce chapitre. Je vous remercie pour votre attention.